Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Je sens des booms et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Voilà, c'était la reprise qui avait remis Dany finalement sur le devant de la scène médiatique, cette reprise de sa chanson écrite par Gainsbourg qu'elle a chantée avec Étienne Dao. Dany qui s'est éteinte à l'âge de 77 ans et Sud Radio lui rend hommage ce soir à 19h. Vous pourrez réécouter la formidable émission que Jacques Pessis avait réalisée avec elle, cet entretien dans les clés d'une vie avec Dany. Donc rendez-vous ce soir à 19h sur Sud Radio. Alors comme un boomerang, finalement, une réforme mal ficelée ne peut-elle pas finalement être mal perçue et en tous les cas mal appliquée? Et c'est la question qu'on va se poser avec notre invité à présent, André Valigny. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste, écologiste et républicain de l'Isère. Vous sortez d'une conférence de presse ce matin, puisque vous avez répondu, en tous les cas, vous avez remis un rapport et des préconisations sur l'avenir de notre corps diplomatique face aux défis du XXIe siècle. Entre crise et guerre, la France a besoin d'une diplomatie professionnelle. C'est l'intitulé de votre rapport. Aujourd'hui, la diplomatie française, elle est en danger. Oui, elle est en danger parce que la réforme dont on a parlé ce matin, qui doit entrer en vigueur ces jours-ci, va aboutir au fait que nous n'aurons plus de diplomates professionnels garantis dans toutes les ambassades, notamment les plus importantes, mais qu'il pourra y avoir comme ambassadeurs des préfets, des fonctionnaires des finances, des fonctionnaires des affaires sociales, parce que la réforme, pour faire simple, consiste à mélanger tout le monde, si j'ose dire, dans un grand corps qu'on appellera le corps des administrateurs de l'État, et tout le monde sera interchangeable. Or, nous pensons que diplomate, c'est un vrai métier. Ambassadeur, consul général, ministre plénipotentiaire, c'est un vrai métier. On est très loin du cliché des soirées de l'ambassadeur avec les chocolats ou le whisky. Ça n'est plus du tout ça, si jamais ça a été le cas autrefois. Moi, je sillonne le monde depuis des années, quand j'étais au gouvernement, depuis que je suis à la commission des affaires étrangères du Sénat. Les diplomates font un vrai métier compliqué, difficile. Ils ont une formation très poussée en droit international et puis ils ont surtout, l'amour, la vocation diplomatique. C'est une véritable vocation qu'ont les diplomates. Ils veulent faire ça souvent depuis leur plus jeune âge, depuis l'adolescence. Et ça ne s'improvise pas. La diplomatie française, elle est une des meilleures du monde depuis des siècles, depuis Louis XV surtout. Avant aussi, mais bon, il y a une grande diplomatie française. On nous l'envie dans le monde entier et cette réforme va l'affaiblir. Alors, quel est l'objet de la réforme? Pourquoi avoir voulu réformer le corps diplomatique, qui a donné lieu d'ailleurs, André Valigny, à une grève, une manifestation, c'est rarissime, le 2 juin dernier. C'est très rare que les diplomates se mettent en grève et aillent manifester sur l'esplanade des Invalides. C'était du jamais vu. Pourquoi cette réforme? On se demande pourquoi, quand quelque chose marche en France, on prend un malin plaisir à vouloir le casser. Or, la diplomatie française, je le répète, elle marche bien, elle est reconnue dans le monde entier. Vous savez, la France, à l'international, c'est un pays dont la voix elle porte un message particulier, la France. Sa voix est attendue, elle joue un rôle très important, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, tout ça, ça vient aussi du professionnalisme de nos diplomates, qui ne s'improvisent pas, ce professionnalisme. Demain, un sous-préfet ou un préfet ou un administrateur de Bercy, des finances ou des affaires sociales pourra être nommé diplomate. Et puis il fera ça pendant 1 an ou 2, puis retournera ensuite aux finances, aux affaires sociales. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, on marche sur la tête. Les autres pays du monde, les grands pays du monde, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tout le monde renforce sa diplomatie parce que le monde devient dangereux, de plus en plus instable, et nous, on va l'affaiblir, sa diplomatie. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi on fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ça est parti des Gilets jaunes. Le gouvernement et le président de la République ont eu peur des Gilets jaunes. On a commencé par dire qu'on supprimait l'ENA, alors que personne ne demandait la suppression de l'ENA. L'ENA est une grande école qu'on nous envie, là encore, qu'on nous enviait dans le monde entier. Elle a été supprimée. Et puis dans la foulée, on a dit on va supprimer les grands corps de l'État. Le corps préfectoral, notamment, et le corps diplomatique. Tout ça est aberrant. Augustin, vous avez Oui, une absolument. question. Et puis il y a la connaissance de la langue, de la culture du pays qui va peut-être se perdre. Oui, bien sûr, parce que les diplomates sont très compétents, je l'ai dit, en droit international, en relations internationales, en langue aussi, ils sont plus que bilingues, trilingues, parfois quadrilingues. Et tout ça, c'est très important. Et puis, vous savez,
l'ancien ministre Hubert Védrine, qui, comme tous les anciens ministres des Affaires étrangères, nous a dit à quel point il était hostile à cette réforme. Védrine, l'autre jour, parlait des compagnons du Tour de France. Vous savez, ces charpentiers notamment qui apprennent leur métier au fil de leurs expériences successives dans toute la France. Et les diplomates, c'est la même chose. Ce sont des compagnons du Tour du monde. C'est au fil de leur nomination dans des consulats, dans des ambassades, comme numéro 3, puis numéro 2, puis un jour ambassadeur, s'ils y arrivent. C'est au fil de ces années d'expérimentation, d'expérience professionnelle qu'ils acquièrent vraiment le savoir-faire diplomatique. Quand vous allez être nommé ambassadeur pour 3 ans alors que vous ne l'avez jamais fait, vous ne serez pas compétent. Le temps de vous former, d'apprendre les rudiments de droit international, d'apprendre aussi ce qui se passe dans le pays où vous êtes nommé, les relations qu'a ce pays avec la France, ce qui se passe autour de ce pays, la géopolitique. Tout ça, c'est très compliqué. C'est un vrai métier difficile. Et cette réforme est donc totalement absurde. Est-ce qu'il y a un enjeu économique, je ne sais pas, pour les finances de l'État derrière cette réforme? Puis après, on va parler de vos propositions que vous avez émises ce matin. Alors, sur le plan économique, vous savez, le Quai d'Orsay, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans les administrations françaises. Les dorures de la République, pourtant, on pense, voilà, les réceptions de l'ambassadeur, comme dirait l'autre. Oui, c'est des images d'Épinal, mais c'est pas ça du tout. Hein. Voilà, c'est le cliché dont je parlais tout à l'heure. Vous savez que ces réceptions de l'ambassadeur, il est obligé de les faire, l'ambassadeur, parce que ça fait partie du métier. Et il est obligé de participer à de nombreuses réceptions tout au long de l'année, dans les postes où il se trouve, parce que ça fait partie de son métier d'entretenir des bonnes relations avec ses collègues diplomates. Et vous savez, le soir à 19h, ils sont souvent fatigués, les ambassadeurs. Aujourd'hui, il faut savoir que l'ambassadeur français consacre 40% de son temps au développement économique, au rayonnement de la France, aux exportations de la France. C'est nouveau. C'est depuis 2012 que l'économie fait partie, le commerce extérieur fait partie des compétences de l'ambassadeur. Donc on est loin des soirées de l'ambassadeur avec un verre de whisky à la main. Et la part de la fonction, enfin des fonctionnaires du Quai d'Orsay dans la fonction publique française est de 0,58%. 0,58%. Les effectifs du Quai d'Orsay ont baissé de 30% en 10 ans et de 50% en 30 ans. Oui, donc c'est pas une raison, c'est pas l'économie qui peut prédominer. Ce matin, donc vous avez avec Jean-Pierre Grand et Christian Cambon, donc les présidents et rapporteurs de cette commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat. Vous avez fait donc des propositions, notamment, est-ce que il faut suspendre, vous dites, cette réforme tout de suite? Oui, il faut suspendre cette réforme parce qu'elle fait l'unanimité contre elle. Le temps d'organiser des états généraux, ce sont les diplomates qui le demandent. Ils veulent des états généraux, des assises des métiers de la diplomatie qui pourraient se tenir à l'automne, auxquels le Parlement serait associé, bien sûr. Et en attendant, il faut suspendre cette réforme. Alors, on fait d'autres propositions très techniques. Je ne vais pas entrer dans le détail à votre micro. Et puis, il y a une proposition qui n'est pas technique, celle-là qui est politique au bon sens du terme que l'on fait, qui va sans doute faire quelques remous. On propose que pour les nominations des grands ambassadeurs, c'est-à-dire les ambassadeurs que l'on nomme dans les pays du G20, comme les ambassadeurs que l'on nomme à l'ONU, à l'OCDE, à l'Union européenne, pour ces postes de grands ambassadeurs, le Parlement soit obligatoirement consulté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et que le gouvernement ne puisse pas nommer qui il veut comme ça sans aucun contrôle. Pourquoi vous faites cette proposition ? Pour éviter les nominations de complaisance, quand on veut recaser un ami politique qui a été battu aux élections, quand on veut faire plaisir à quelqu'un qui n'est pas diplomate de métier, on pourra plus facilement avec cette réforme le faire qu'aujourd'hui. Nous disons que quel que soit l'avenir de cette réforme d'ailleurs, qu'elle soit annulée ou reportée ou suspendue, il faut que les nominations des grands ambassadeurs soient avalisées par les commissions des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce contrôle est important pour vous parce qu'aujourd'hui, c'est l'image de la France également qui est en jeu dans ce choix des grands diplomates. Bien sûr, d'abord, le contexte politique nous pousse à faire cette proposition parce que depuis les législatives, tout le monde sait que le Parlement va jouer un rôle nouveau, plus important. Vous revenez au centre du jeu, je dirais. Voilà, on revient au centre du jeu, et notamment le Sénat. Donc, on veut reparlementariser la République. Il n'y a pas de raison que la diplomatie échappe à ce mouvement. Et puis, pour
pour votre question sur le rayonnement de la France, il est évident que la France rayonne aussi par la qualité de ses diplomates. Ils sont reconnus dans le monde entier. Moi, j'ai été au gouvernement en charge du développement de la francophonie. J'ai sillonné le monde et je peux vous dire que la diplomatie française, elle est respectée. On nous l'envie dans le monde entier. Ce serait dommage de l'abîmer. André Valigné, on a des auditeurs qui nous appellent dans cette émission et qui ont des questions à poser ou alors des avis à donner, mais du coup, on a quelqu'un au standard. Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour l'équipe de Sud Radio et bonjour au sénateur Valigny. Tout à l'heure, vous avez dit en abordant le sujet, monsieur le sénateur, on se demande pourquoi en France, quand quelque chose marche, on a une tendance fâcheuse à toujours vouloir le démolir ou le supprimer. Moi, je voudrais vous poser une question qui va aller plus loin en disant, est-ce que vous ne pensez pas que fondamentalement, la position de notre actuel président de la République est une position qui est beaucoup plus internationale que le niveau de la nation française, que pour lui, finalement, la nationalité, la diplomatie, la puissance nationale doit être aujourd'hui celle de l'Europe, que nous sommes vraiment trop petits. Je crois que fondamentalement, on dit bien qu'il avait été prêt à partager le siège au Conseil de sécurité avec l'Allemagne, ou en tout cas de le porter au niveau européen. Est-ce que vous craignez pas, parce que moi c'est une crainte à mon avis, c'est que finalement la souveraineté française, lui, il n'y croit plus, quoi. Il croit à la souveraineté européenne, c'est son grand schéma, la guerre des étoiles et l'armée européenne et l'armée spatiale. Mais la France, pour lui, à mon avis, est-ce que sa pensée n'est pas un peu trop complexe pour un pays aussi riche mais petit que la France? Alors, André Valigny, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Moi, je ne suis pas dans le cerveau d'Emmanuel Macron, mais sur sa position à l'égard de l'Europe, moi, je veux dire, je la partage. Je suis plutôt d'inspiration fédéraliste. Bah oui, mais voilà, tu peux pas être partout. Non, mais attendez, je vais répondre sur la question de la diplomatie. Je suis plutôt d'inspiration fédéraliste. J'ai toujours été membre du Parti socialiste et c'est ce qui nous anime au plan international au PS. Pour autant, je pense que la France a encore et pour longtemps besoin d'une diplomatie, parce que ce que dit cet auditeur, ce que vous dites, monsieur, est très intéressant. On l'a beaucoup entendu pendant nos auditions. On a entendu des gens nous dire « Oh, mais finalement, la diplomatie française est un peu dépassée. Aujourd'hui, il faut une diplomatie européenne. » C'est faux. L'Europe n'a pas encore la compétence des affaires étrangères, pas plus que celle de la défense. Ça viendra peut-être un jour, je le souhaite, mais c'est pas pour demain matin. Donc, tant que la France est un pays indépendant, elle doit avoir une diplomatie et une défense nationale. Et cette diplomatie, elle ne peut être que professionnelle et efficace. J'ajoute que si demain, la diplomatie européenne monte en gamme, monte en puissance, monte en responsabilité. Elle aura besoin aussi, cette diplomatie européenne, de très bons diplomates. Et à ce moment-là, les diplomates français auront tout leur rôle à jouer. Donc ça n'est pas contradictoire. Est-ce que, André Valigny, est-ce que le changement aussi au Quai d'Orsay avec le départ de Monsieur Le Drian pour Catherine Colonna, est-ce que ça aussi, est-ce que ça ouvre des perspectives de discussion ou pas du tout? Je ne sais pas, on en saura un petit peu plus tout à l'heure, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on reçoit à 16h30 devant la Commission des Affaires étrangères Madame Colonna, pour la première fois depuis sa nomination. Donc on va l'interroger. Elle ne va pas pouvoir nous dire qu'elle annule la réforme. Elle vient d'arriver, à mon avis, c'est pas à son niveau que ça se passe, c'est au niveau du président. Ce qu'on va essayer d'obtenir d'elle, c'est justement l'organisation de ces états généraux, d'une remise à plat de cette réforme, et en attendant que cette réforme soit suspendue. Claude, depuis Perpignan, Claude, vous êtes toujours avec nous. Toujours, oui, bien sûr. Un autre commentaire peut-être. Moi, j'ai eu le bonheur de participer plusieurs années aux missions d'appui de la délégation auprès des Nations Unies de la diplomatie française, en tant qu'invité, comme certains hommes politiques et d'autres. Et j'ai effectivement pu apprécier quelle est l'importance et finalement le professionnalisme de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le fait d'être un grand serviteur de l'État et d'être formé un peu comme le disait le sénateur tout à l'heure, comme tous les grands préfets et tout ça. Je crois que vraiment, pour moi, ça me paraît essentiellement important. Et on ne construira pas l'Europe sur une France qui n'aura pas une souveraineté forte. Et là, moi, je comprends qu'on puisse être fédéraliste, mais à condition quand même que ce soit une fédération de nations puissantes et pas une fédération d'ectoplasme. Ouais. Une fédération d'États-nations, comme disait Jacques Delors. Oui, voilà. Je vous remercie, Claude, parce qu'on a d'autres auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Merci, Claude. Passez une très très belle journée du côté de Perpignan et on va continuer cette discussion Absolument. avec le sénateur Valigny. On se retrouve dans un instant avec vous au 0826 300 300. Sud Radio Midi, Christine Bouillot.
Et on continue notre discussion quelques minutes encore avec André Valigny, sénateur socialiste, écologiste et républicain de l'Isère, au sujet donc de ce rapport d'information sur l'avenir du corps diplomatique français. Ce rapport que vous avez rendu public ce matin, et on en parle avec vous, André Valigny. Encore quelques secondes, j'avais une question d'ordre de rayonnement de la France. Est-ce que le fait que, un peu comme il y a eu cette brouille entre l'armée et le président de la République, cette brouille entre le corps diplomatique et la décision du chef de l'État, pose-t-elle un problème en termes de diplomatie tout court, en termes de politique étrangère? Est-ce qu'il y a un risque? Je ne sais pas s'il y a une brouille entre le président de la République et le corps diplomatique. Je crois savoir, enfin j'ai lu comme tout le monde la presse, et on dit beaucoup que le président a été agacé il y a 2 ou 3 ans par le corps diplomatique qui voulait le freiner en quelque sorte dans sa volonté de renouer de bonnes relations avec Poutine. Moi, je dois dire objectivement que je trouvais ça plutôt intelligent de la part de Macron de dire il faut parler à la Russie, ça reste un grand pays. Donc il a invité Macron à Versailles, il l'a invité à Brégançon, et on dit beaucoup que Macron se plaignait de l'inertie, pour ne pas dire plus, du Quai d'Orsay. Il avait même parlé de l'état profond lors de la réception des ambassadeurs en septembre 2018, je crois. Donc je ne pense pas quand même que la réforme vienne de là, puisque cette réforme, elle touche tous les grands corps de l'État. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois, mais je crois que Macron n'est pas le premier, les présidents de la République veulent souvent aller vite, surtout depuis le quinquennat. Et les présidents successifs, que ce soit Sarkozy ou même Hollande, que j'ai bien connu, et Macron aujourd'hui, trouvent toujours que la haute administration est frileuse, qu'elle ne veut pas aller aussi vite que le président. Bon, c'est un peu, c'est humain tout ça. Hein. Bon, écoutez, merci beaucoup André Valigny d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio avec ce rapport, quel avenir pour le corps diplomatique. Et donc bonne audition avec la ministre cet après-midi. À quelle heure vous l'auditionnez? À 16h30. Donc c'est à suivre également sur le site du Sénat. Merci infiniment André Valigny. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et on a un témoignage, ou du moins des questionnements sur les incendies avec Gilles qui nous appelle des Landes. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Sud Radio, bonjour à tous. Comment ça se passe du côté des Landes? Vous craignez? Alors ça se passe là heureusement pour nous, nous sommes dans un endroit épargné pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'on est tous sur le qui-vive. Voilà, ma réaction était la suivante au sujet des incendies de Landiras et de la thèse de Buch et des informations d'ailleurs qui découlent de tout ça. Je voudrais m'élever en faux pour dire que ce n'est pas ni l'un ni l'autre des incendies une catastrophe naturelle. Ces 2 incendies, a priori, ont été pour un accidentel, a priori une voiture électrique a pris feu, ce qui a déclenché tout le reste, et pour Landiras, a priori aussi, c'est quelqu'un qui a mis le feu, et qui a été vu en plus. Donc après l'enquête déterminera les responsabilités de chacun. Mais en revanche, j'insiste sur le fait que la forêt, elle prend pas feu toute seule, c'est très très rare. Ça peut arriver bien entendu, mais c'est tout sauf une catastrophe naturelle. Alors dire que... Alors catastrophe naturelle parce que ça touche la nature, elle n'est pas naturelle, mais il y a une action de l'homme. Je comprends la subtilité dans vos propos. Vous voyez ce que je veux dire. Et que les auditeurs qui entendent et qui reçoivent ces informations, qui sont pas au fait de ces choses-là, moi j'habite en forêt j'ai habité en forêt toute ma vie, donc je connais un petit peu le sujet, que ce soit de la forêt des Landes ou des forêts du centre de la France. Les gens qui reçoivent ça, qui n'ont pas l'habitude de ces endroits-là, qui sont pas pratiquants par exemple des forêts, ils entendent catastrophe naturelle. Et on relie après le fait que toute l'histoire du climat, les voitures diesel et ainsi de suite, et que c'est encore une fois c'est de la faute de l'homme quoi. Et là c'est pas de la faute de l'homme en général, c'est de la faute probablement d'un homme. Et après ça n'a plus rien de naturel quoi. Si vous voulez, il est évident que les grands incendies comme ça, dans les Landes, il y a eu l'incendie de 49 qui a fait des dizaines et des dizaines de victimes, qui a brûlé les 3/4 du massif forestier des Landes. 49. Oui. Et donc là, on est loin de tout ça, heureusement. En sachant que vous êtes au cœur d'une forêt artificielle qui a été construite par l'homme. On est dans l'histoire. Oui, tout à fait. C'est passionnant d'ailleurs. Si vous voulez, les forêts de France, si vous prenez les grandes forêts de France, par exemple Troncé ou des endroits comme ça, aussi sont des forêts artificielles qui ont été. Colbert a fait la forêt de Troncé, qui est la plus belle chênaie d'Europe.
Et là, on a le désavantage que nous avons ici, c'est que ce sont pratiquement que des résineux. C'est ça. Alors là, effectivement, ça prend feu. Vous êtes à quel endroit, juste, j'ai oublié de vous demander, Gilles. Alors, moi, je suis dans un petit village qui s'appelle Red Jones, qui est à côté de Roquefort. On est en plein dans la Haute-Lande. Ah voilà. Oui. Donc, tu as cette partie-là. Vous sentez la fumée, vous la voyez, on l'a senti, on l'a bien senti, sûr. en fonction de la direction du vent. Oui, particulièrement. Et quand vous dites on est tous très attentifs, j'imagine qu'on ne circule plus, on ne vit plus tout à fait pareil depuis une semaine dans le secteur. Hein. Absolument, depuis plus que ça, si vous voulez, parce que les gens d'ici, moi je suis un peu une pièce rapportée, si vous voulez, je suis tombé amoureux des Landes. Voilà. Ils sont nombreux. Il y a quelques années. C'est une bonne idée, ça. Mais les gens, les autochtones, les gens d'ici, depuis plusieurs semaines, font très attention parce qu'ils savent le danger qui court. Et là, il n'y a plus de circulation. Une circulation est interdite sur les pistes. Le travail des machines qui coupent le bois, qui débardent et ainsi de suite, et c'est aussi a priori interdit. Mais ça fait plus d'une semaine. Hein. Nous, on est tous. Moi, j'habite une maison qui est en plein milieu de la forêt, donc on est attentif à la moindre, je dirais la moindre étincelle. Pour imager mon propos. Et voilà. Bon, écoutez, restez bien tranquille chez vous avec Sud Radio dans les oreilles. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Gilles, ce midi. Et nous, on va se balader en musique dans un instant. Absolument. Et vous entendez la petite musique de Vladimir Cosma pour le Grand Blond, mais c'est aussi le compositeur de L'aile ou la cuisse. Alors, on va se laisser parce que je commence à avoir faim, moi. Et puis à 19h, Jacques Pessis qui reçoit Dany, qui est évidemment décédé. C'est un hommage à 19h jusqu'à 20h. Dans les clés d'une vie. Allez, merci à tous et on se retrouve demain midi à 17h aussi. Il y a les vraies voix pour le débat et ça sera avec Philippe Rossier et toute sa bande. Belle journée et à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.